Alors, mon intervention d'aujourd'hui va se diviser en deux parties. Une petite partie toute courte où je vais vous présenter les résultats de mon travail de thèse et de recherche sur les bibliothèques publiques, et dont un petit extrait que j'ai appelé du livre à la ville. On l'a à plusieurs reprises souligné aujourd'hui, l'importance de cette liaison entre l'espace de la bibliothèque et l'espace urbain, et ça fait partie de certains résultats de mes recherches. Et après, je vais décrire 4 bibliothèques qui ont été conçues par 4 équipes d'architectes qui feront partie du débat qui se tiendra après mon intervention. Et voilà. Mon travail de recherche est parti d'un constat très simple que tout le monde se fait. Les bibliothèques aujourd'hui, on en construit beaucoup et elles sont toujours très fréquentées. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la question du bâtiment, les livres, la dématérialisation, le numérique, et jusqu'après à trouver toute une série de solutions pour confirmer la fameuse hiérarchie entre livres sur papier et livres numériques que Umberto Eco cite souvent. Mais aussi, il y a toute une série de questions qui sont liées à l'utilisation que cet espace, qu'on fait de cet espace au quotidien, et qui nous amènent à réfléchir et à élargir la question de la bibliothèque à une question, comment dire, urbaine, et à imaginer les activités qu'on fait à l'intérieur de cet espace comme, moi je les ai appelées des outils de sociabilité, c'est-à-dire des outils des activités qui à l'intérieur d'un espace démocratique, on en parlera tout à l'heure dans le débat, permettent aux gens d'être ensemble, à des catégories différentes d'usagers d'être ensemble. Cela donc permet de faire 2 considérations qui sont que la première, l'évolution des bibliothèques se dissocie de l'évolution du support de la lecture et se relie plutôt à l'évolution de son rôle en tant qu'espace public. Et bien évidemment, au rapport que cet espace a avec les outils de la connaissance, les rapports à l'information. Et l'autre, c'est une disparition d'une vision hiérarchique de l'espace au profit d'une vision qu'on pourrait définir de vicinale. On a cité une approche fonctionnaliste à la conception de la bibliothèque, donc des espaces divisés par catégorie d'usagers, par type du support, donc l'espace enfant, l'espace adulte, l'espace cinéma, etc., vers une approche que moi je dirais plutôt situationniste, qui se lie plutôt à la vraie utilisation et aux nouvelles pratiques de lecture. C'est là, moi dans mon travail, j'ai aussi pu élargir cette analyse des espaces publics de la bibliothèque à autres espaces de la culture, mais pas seulement, nous fait comprendre comment effectivement la bibliothèque participe à la création de ces liaisons urbaines d'espaces publics. Mais bon, petit aparté, mon travail se base sur l'étude d'environ 90 bibliothèques qui se concentrent surtout dans la zone mittel-européenne, mais avec des exemples aussi dans le nord de l'Amérique. Bibliothèques qui ont été classées de façon typologique, mais en prenant toute une série de caractéristiques et de paramètres. Et cette analyse nous a permis de tirer des conséquences, avec des statistiques bien sûr, sur toute une série d'éléments qui nous paraissaient importants pour la conception d'une bibliothèque. Aujourd'hui, on va juste parler de la question fonctionnelle. Et cette analyse sur ces bibliothèques-là se divise, prend en compte 3 périodes de référence. Et ces périodes sont 1980 jusqu'à 2000, de 2000 à 2010, et la période toute récente. Et nous permet en fait de déterminer l'existence, la coexistence de 3 typologies ou modèles de bibliothèques, même si le mot modèle n'est pas forcément le plus approprié. Une bibliothèque qu'on pourrait dire fonctionnaliste et qui se réfère à au modèle allemand de la Dreigeteilte Bibliothèque, que sûrement tout le monde connaît. Une évolution de ce modèle que moi j'ai appelé comme déclinaison du nom modèle à 2 niveaux, et une bibliothèque toute contemporaine dont on verra quelques exemples
tout à l'heure. Alors, ce modèle, c'est un modèle, comme je disais, qui se base sur une division claire entre les espaces et les fonctions. C'est-à-dire, on avait trois typologies et macro-zones d'espace. Le premier niveau qui était plus ouvert à la ville avec l'actualité, les questions liées à la lecture, mais qui ne concernent pas forcément le livre. Un deuxième niveau qui est lié à la consultation et un troisième niveau qui est lié à la recherche spécialisée. Alors, tous les espaces qu'on concevait étaient liés à une catégorie et à un support bien précis. Bien que parfois on utilisait les open space, les fameux open space, les mobiliers étaient conçus de façon très rigide, donc on pouvait voir une division très, très claire de l'espace malgré l'absence d'éléments structurels qui ouvraient ces bibliothèques. Bien évidemment, on a d'autres exemples que je déroule de façon très rapide. Cela, les rapports entre la forme et la fonction, au fur et à mesure, commencent à être lus aussi en termes de traitement de façade. Donc l'ouverture très, très prononcée vers la ville s'explique et se traduit avec des baies vitrées qui sont très... ou encore la finition du sol qui rentre dans la bibliothèque. Après, avec des dégradés d'opacité des façades, on traduisait cette expression fonctionnelle aussi dans l'esthétique du bâtiment. On se rend compte, on vient de le dire, comment les gens vivent la bibliothèque, bien évidemment de façon différente. Et on se rend toujours plus compte qu'aujourd'hui, les gens vont dans la bibliothèque pour bénéficier des espaces avant tout, et après des collections. Les collections deviennent un support pour créer l'ambiance, pour créer la sociabilité, etc. Et cette nouvelle façon d'utiliser la bibliothèque, bon, j'ai expressément mis ce diagramme qui est très confus, mais pour dire il y a eu des évolutions entre-temps, et nous amène à un modèle que j'ai appelé, pour continuité, à deux niveaux, et qui est caractérisé par bon, c'est pas un étage, mais une zone de la bibliothèque qui est très ouverte vers la ville, et une zone qui, par contre, contient les livres et qui encore abrite des usages plus traditionnels. Cela, encore, on peut le lire aussi dans l'esthétique du bâtiment. On continue l'évolution du lieu, ça s'ouvre toujours plus à la ville, et on commence à voir que des publics totalement différents utilisent de façon la fameuse mixité d'usage dont on a plusieurs reprises parlé, cet espace de façon diverse et pas seulement lié aux objets. Ici on est à Paris, au Centre Pompidou, à la bibliothèque Yourcenar, Louise Michel, et il n'y a plus de différence entre l'utilisation de l'espace, car il est lié à une typologie bien précise de documents, et les différents usagers. Bon, je déroule quelques photos. Donc, cela nous permet de dire qu'on lit une absence de logique séquentielle dans l'organisation des espaces et nous permet d'établir une sorte d'espace non hiérarchique qui se lie après à toute une série de pratiques d'utilisation. Encore quelques photos pour vous dire que des espaces qui échappent un peu aux règles traditionnelles d'utilisation de la bibliothèque sont les espaces qui, effectivement, sont plus fréquentés et plus aimés par surtout les jeunes, non, qui utilisent les escaliers ou des choses comme ça. Et bien évidemment, cela produit aussi une organisation de l'espace qui devient fluide, la fameuse flexibilité dont on parle toujours plus. Bon, je déroule encore quelques images, c'est un peu les mêmes réflexions, et on voit comme différents usagers cohabitent dans le même espace. Choses qui se font aussi à l'étranger, même si les premiers exemples étaient en France. Ici, on est au Danemark, c'est une toute récente bibliothèque à Rousse. Donc on voit que différents publics cohabitent, et l'idée c'est toujours que l'espace devient vraiment démocratique s'il permet à différentes catégories d'usagers de faire un usage qui leur est propre. Et donc la question des restaurants ou des cafés qui sont à l'intérieur de l'espace de la bibliothèque, bien sûr la question du numérique, là c'est des enfants, c'est pas les Jedi de Star Wars qui déroulent les images. Et l'idée de cette flexibilité, je pense que est très bien représentée par cette image est la suivante, c'est-à-dire l'idée de créer des espaces qui peuvent être utilisés pour lire, pour jouer, pour parler, mais qui donnent aussi la possibilité de créer des manifestations, des expositions, ou par exemple des jeux avec les enfants, tout étant à côté des espaces de la lecture. Voilà la bibliothèque.
Donc, pour revenir à nos 4 bibliothèques d'aujourd'hui, les bibliothèques qu'on va présenter sont la bibliothèque municipale à vocation régionale de Cannes, la bibliothèque L'Alpha d'Angoulême, la bibliothèque Anguy Bertine et la bibliothèque Françoise Sagan. À Caen, on retrouve encore, d'ici l'idée de commencer par cette liaison du livre à la ville, on retrouve encore une très forte liaison conceptuelle, architecturale, mais aussi sociale de la bibliothèque par rapport à la ville, car à partir de la conception même, les architectes ont cherché des repères visuels déjà pour créer la forme, pour donner forme à leur bâtiment. Et alors, les 2 volumes qui forment la bibliothèque de Caen s'inspirent d'un côté, regardent d'un côté vers le passé, donc l'abbé aux hommes et l'abbé aux femmes qui se trouvent dessus, côté nord et ouest, et de l'autre côté au futur, parce qu'il y a le réaménagement de la presqu'île et le réaménagement du quartier de la gare. Et bien évidemment, cette division de l'espace est aussi liée à une question programmatique liée au concours. Il était demandé de créer 4 pôles différentes que l'architecte a imaginé, et que l'architecte, c'était à l'architecte de devoir les relier et les unir. Et alors encore là, et je pense que c'est la chose importante de ce projet de Clément Blanchet, c'est l'idée de réunir ces 4 pôles dans un espace que lui-même il appelle espace de confluence, c'est-à-dire un espace où toutes les pratiques et tous les pôles peuvent peuvent trouver des relations, peuvent avoir des relations. Bien évidemment, la forme du bâtiment lui-même a après des relations avec la ville proche, les tissus urbains de proximité, et notamment avec les bassins ou les parcs. Et donc, bien évidemment, on arrive à la forme que tout le monde connaît. Je décris rapidement le bâtiment, mais l'idée de cet espace, c'est vraiment de donner au premier étage, donc cet espace qui est nommé Forum urbain, de lui donner une place très importante, et d'ici aussi l'idée de le rehausser par rapport au parvis de la ville, de façon à avoir aussi une liaison visuelle très forte avec la ville. Et on verra après, il y a une petite prouesse technique par rapport à la solution des baies vitrées qui ont été choisies. Donc, on arrive à la bibliothèque et on retrouve des espaces qui sont fortement liés à la ville, comme une cafétéria, un espace d'exposition ou encore un auditorium. Alors, je vais mettre le plan qui est plus grand, qui sont tous des espaces qui peuvent avoir un rapport très direct, parce que par exemple, les restaurants sur le modèle d'une brasserie pourraient sortir ces petites tables, etc. Une fois qu'on monte d'un niveau, on retrouve donc cet espace de confluence, ces forums, avec les 4 pôles qui sont caractérisés par 4 éléments différents et qui à la fois donnent une identité, mais aussi relient l'espace avec le centre, donc avec les confluences. Et pour finir, le dernier niveau qui contient les bureaux et l'espace enfant. Aussi, ce positionnement de l'espace enfant est très important pour les architectes parce que la réflexion était que les enfants puissent parcourir toute la bibliothèque afin d'arriver à leur espace et donc s'habituer un peu à l'idée de visiter ces lieux et de s'approprier les lieux. Je disais les 4 pôles, notamment, alors on a le pôle art qui est conçu comme une sorte de carrière à l'intérieur desquelles il y a donc des box où on fait des choses, bon, il y a des choses différentes, des activités différentes qui peuvent être faites à l'intérieur, ou encore le pôle littérature qui est conçu comme un mur à l'intérieur duquel on peut afficher des choses, qui est un escalier à l'intérieur, sur lequel on peut avoir des pratiques de lecture aussi informelles, mais aussi retrouver dans la partie basse des tables, donc une lecture plus traditionnelle. Ou encore les pôles sciences et techniques avec cet écran courbe qui permet des projections des différentes vidéos. Aussi, l'architecte se pose la question de cette fameuse équivalence entre le livre numérique et le livre papier, et je trouve que la solution qui est proposée est très intéressante parce qu'on met sur le même plan un livre physique posé sur un étagère et un livre numérique. Donc, effectivement, la pratique de s'approcher au livre est très proche.
Et comme je disais, cet espace central dans lequel on a éliminé tous les supports, les montants verticaux, et à travers ces verres autoportants qui est courbe, et qui permet effectivement, depuis l'extérieur de la bibliothèque, de voir ce qui se passe, mais surtout de l'intérieur, d'avoir une connexion visuelle avec la ville et avec aussi les autres espaces de la bibliothèque, étant donné que la forme le permet. La deuxième bibliothèque que je vous présente aujourd'hui, c'est la bibliothèque L'Alpha d'Angoulême, qui a été conçue par l'atelier Loci Anima. Alors, l'idée de cette bibliothèque est, le concept à la base de cette bibliothèque est d'avoir différents volumes qui sont superposés l'un sur l'autre et qui représentent des mondes, l'architecte l'appelle, des mondes différents, à l'intérieur desquels, bien évidemment, il se passe des choses très différentes, mais qui sont tout à fait ouverts à des utilisations plus informelles. L'organisation de ces volumes permet ensuite de fermer une partie du bâtiment avec une baie vitrée et donc de créer cette hall d'entrée à toute hauteur qui relie de façon spatiale un peu tous ces volumes. Et aussi intéressant est le jeu du jardin, donc, qui est depuis l'extérieur, rentre à l'intérieur, et qui donne donc cette idée de continuité entre l'espace intérieur et extérieur. Donc les 5 mondes que je disais tout à l'heure sont la fabrique, créer, imaginer, comprendre et d'un monde à l'autre. Je vais vous les présenter rapidement. Le premier, comprendre, a une ambiance qui se relie plutôt à l'idée d'une bibliothèque traditionnelle, dans le sens où on utilise les livres. Et donc c'est les volumes couleur argent là, au deuxième étage. Donc là on a quelques images. Et aussi très intéressante l'idée de ces fauteuils qui sont à la fois formels et informels, parce qu'on peut avoir des positions qui se transforment et qui permet donc un double usage de l'espace. Le deuxième volume qui est créé et qui est lié aux beaux-arts, à la musique, aux bandes dessinées. Et comme on peut voir, la façon le traitement antérieur de design change. Et petit aparté, qu'on trouvera aussi sur les autres bibliothèques, il y a un travail très intéressant sur la signalétique à l'intérieur, qui contribue aussi à rendre cet espace informel, donc à supérer cette idée du lieu monumental, du lieu lié à l'étude et à la recherche. Donc je vous montre quelques autres images, on est dans le même espace. L'autre volume imaginé contient des romans, les livres jeunesse, et encore, voilà, d'où le nom imaginé. Voilà quelques images aussi de l'intérieur. Et bien évidemment, cet espace s'adapte à tout type d'usage. Donc on a bien évidemment des postes aussi pour les enfants. On peut voir des petites tables plus basses par rapport aux autres, etc. D'un monde à l'autre, qui est le volume plus haut par rapport aux 5, qui contiennent entre autres un café, une cafétéria qui a une très belle vue sur la ville, notamment vu que le bâtiment, ces volumes vont chercher des points de vue particuliers là aussi sur la ville, et notamment cette cafétéria. Et pour finir, la fabrique des mondes, qui contiennent l'administration, le bureau et entre autres un auditorium de, je pense, 100 places ou 99 places. Encore une fois, on a une liaison très forte entre le bâtiment et la ville. On est à côté de la gare. Ces quartiers-là sera, parce que les travaux ne sont pas commencés, impactés par un renouvellement global de la gare aussi, mais du quartier qu'il y a à côté. Les bâtiments de la bibliothèque arrivent avant, et c'est à lui de créer une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, avec ses couleurs, témoigne de ce changement de position par rapport à une vision traditionnelle du lieu. Le troisième, donc ces premiers 2 projets qui représentent un peu les constructions neuves, donc, où les architectes ont pu travailler tout en ayant une certaine, entre guillemets, liberté de forme.
Les deux projets qui suivent sont deux projets qui, par contre, se confrontent au problème et à la question des bâtiments historiques. Donc, comment créer une bibliothèque qui se veut contemporaine, qui se veut ouverte, démocratique, etc., mais qui se trouve dans un bâtiment historique. Dans le cas de Carpentras, le bâtiment, l'Hôtel-Dieu, a une histoire qui est très forte. Et les architectes ont bien sûr travaillé déjà sur ce thème, notamment à Quimper. Mais ici, il y a une nouveauté très importante, c'est-à-dire que l'idée du patrimoine a une place différente dans la dynamique des espaces, car la bibliothèque est une bibliothèque-musée, donc on a des livres, on a des tableaux, on a des œuvres d'art qui sont placées à l'intérieur de la bibliothèque, bien sûr protégées. L'architecte travaille beaucoup sur l'idée des parcours. Ces parcours, surtout le nord-sud et l'ouest-est-ouest, qui créent là aussi un centre de confluence où on place les services d'accueil et les halls. Cet espace très important qui est traité par l'architecte en travaillant sur les interstices du bâtiment existant, donc avec la seule partie, entre guillemets, de l'architecture nouvelle qui est insérée dans ces bâtiments, reprend en quelque sorte des formes qui se trouvent déjà et qui existent déjà à l'intérieur du bâtiment, parce que ces rythmes de la façade reprendre un peu les poutres en béton qui existent déjà à l'intérieur de la salle de la bibliothèque et qui ont été conservées mais traitées de façon à être modernes mais à ne pas impacter le bâtiment lui-même. Bien sûr, on retrouve aussi ce thème donc des lames et des poutres qui se répètent sur le mur des livres qui signent l'accès à la bibliothèque, notamment. Et aussi, ça permet aussi de moduler un peu l'espace avec des espaces de décompression parce que les mezzanines diminuent la hauteur et donc permet de créer des espaces plus intimes ou des espaces où les gens puissent s'isoler ou pas, selon les besoins. Voilà, donc très rapidement, la bibliothèque se trouve surtout dans la partie sud. Après, la partie centrale, c'est comme je disais, la hall, et l'autre partie est occupée par le musée. Quelques images du chantier, parce que bien évidemment, ça, c'est un projet encore en cours. Et pour finir, la bibliothèque Françoise Sagan, conçue par l'atelier Bigoni-Mortemart, qui se trouve dans un autre bâtiment historique, cette fois-ci à Paris, c'est le carré Saint-Lazare, un bâtiment qui a vu changer à plusieurs reprises sa fonction, en passant de léproserie jusqu'à arriver à un hôpital. Et c'est un site qui a vu les années dernières aussi créer une sorte de pôle, de centre de services de proximité, parce qu'on y a créé une école maternelle, un gymnase, une crèche, et la bibliothèque donc vient compléter ces pôles, donc ces centres de services de proximité. Et il y a un choix fort et très intéressant des architectes, c'est-à-dire celui de conserver les façades, l'intégralité des façades du bâtiment et de reconstruire la totalité de l'intérieur. Cela a été possible grâce à une structure métallique qui a servi pour tenir bien évidemment les façades en phase de construction, mais aussi pour créer des plateaux qui sont totalement ouverts et qui permettent une utilisation libre de l'espace, notamment avec la mezzanine au deuxième étage ou l'ouverture entre rez-de-chaussée et premier étage. Donc voilà, je vous montre quelques images. En contraposition à ces rythmes très néoclassiques de la façade, on retrouve ces jardins au dessin parfois chaotique, mais qui est très, très apprécié par les usagers, qui, non seulement quand ils utilisent la bibliothèque, ils l'utilisent bien évidemment, mais c'est aussi les gens du quartier qui se sont appropriés de ce lieu comme un véritable espace public, en permettant aussi, en créant des activités à l'extérieur de la bibliothèque, notamment dans le cadre des bibliothèques hors les murs de la ville de Paris. Voilà quelques photos de l'espace. Encore une fois, l'idée, ici on est au rez-de-chaussée, dans l'espace actualité, encore l'idée de cette mixité d'usages, différents types de publics qui travaillent ensemble, qui sont ensemble, l'espace enfant par exemple,
Ici, on est au premier étage. Et là aussi, la flexibilité permise par un mobilier sur roulette, par exemple, ou des fauteuils, des poufs informels, qui permet effectivement d'avoir différents usages, jusqu'à, par exemple, organiser des petits concerts de jeunes musiciens et des choses qui sont très appréciées dans la bibliothèque. Là encore, la signalétique est très informelle et permet de limiter cette idée du lieu lourd, du lieu monumental, du lieu lié à la culture. Voilà. Monsieur le Président, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai le grand plaisir d'ouvrir la dernière partie de cette soirée avec une table ronde intitulée « Paroles d'architectes ». Donc on va essayer d'écouter les architectes après que vous ayez eu une présentation de leur dernière création en termes de bibliothèque. J'ai donc le plaisir d'avoir autour de moi Françoise Reynaud, qui a réalisé l'Alpha à Angoulême, que vous avez vu à l'instant, et qui est une bibliothèque qui est déjà ouverte. Ce qui est important aussi, outre les autres types de typologies. Ensuite, à côté de moi, Antoine Mortemart, qui a réalisé la bibliothèque Françoise Sagan, que vous venez de voir, qui est également une bibliothèque ouverte. Donc, de ce côté-ci, les bibliothèques sont ouvertes. Si je me tourne maintenant de l'autre côté, et je vais travailler dans l'ordre d'ouverture, si j'ai bien tout compris, Clément Blanchet, pour la BMVR de Caen, qui ouvrira en début d'année 2017. Voilà. Puis, tout à côté de moi, Jacques Pajot, pour les ateliers novembre, pour la bibliothèque de Carpentras, donc la transformation de l'Hôtel-Dieu, et qui ouvrira au cours de l'année 2017. Voilà, parfait. Très bien, je vous remercie de ces précisions. L'objectif, maintenant que vous avez vu un peu ces bibliothèques, vous pouvez déjà visiter celles qui sont ouvertes au public, c'est d'échanger avec les architectes sur la manière dont se déroule la construction d'une bibliothèque. Et la première question que je voudrais poser à nos invités ce soir, c'est celle qui concerne l'éventuelle, c'est une question de bibliothécaire bien sûr, l'éventuelle spécificité de la construction d'une bibliothèque. Si vous le voulez bien, vous prendrez le micro les uns après les autres pour nous parler de cette manière que vous pouvez avoir de voir les chantiers de bibliothèque, les conceptions de bibliothèque, s'ils sont différents de ce que vous faites par ailleurs. Madame Reynaud, si vous voulez. La question de la spécificité, c'est la question essentielle pour le travail d'un architecte, je pense. Les programmations sont diverses. Ce qui est formidable dans d'autres métiers, c'est d'aborder des sujets différents. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui nous fait oublier la dureté de notre travail, je crois. C'est de temps en temps de rentrer dans un monde qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, hein, et avec lequel on peut vraiment... je pense que notre vision transversale des choses nous permet de les aborder, peut-être avec justement plus de richesse. Et évidemment, la bibliothèque est un des programmes que j'ai eu à aborder les plus passionnants. Hein. C'est pas parce qu'on est là, hein, mais c'est une réalité. Il y en a d'autres. Hein. Il y a un tribunal, c'est magnifique aussi à imaginer. Il y a des endroits de forte tension. Il y a d'autres programmes merveilleux. Celui-là m'a fait plonger dans un univers qui tous les jours me fait dire que c'est ce dont on a besoin partout. Je crois qu'en 2009, quand on a gagné, ou 2008, je ne me souviens plus, il y a longtemps, c'était l'ouverture à une nouvelle façon de créer des bibliothèques. Hein. J'ai tout découvert à ce moment-là. Pour moi, à cette époque-là, c'était encore des bibliothèques comme on les a vues auparavant. Et
c'est vrai que ce thème de créer du lien social, d'ouverture sur la ville, etc., c'était tout à fait novateur. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette spécificité-là, on en a tellement besoin de recréer des endroits libres d'accès. Il ne faut pas oublier ça. C'est des endroits où tout le monde peut aller sans avoir à payer quoi que ce soit. Et qui doit, et c'est ce qu'on a essayé de faire, créer du lien social, créer des échanges, créer quelque chose que personne ne l'a évoqué, mais nous, quand on a abordé ce projet de médiathèque, on a travaillé avec une formidable bibliothécaire qui a fait un mémoire sur les bibliothèques troisième lieu, avec Ray Oldenburg, le sociologue américain, qui a donné cette idée, peut-être qui était déjà connue, mais qui l'a répandue, que la ville avait besoin d'endroits où les gens peuvent échanger, peuvent participer, peuvent avoir une expérience commune. Alors on est bien loin du livre, c'est ça qui est passionnant et c'est ça que j'ai découvert. Donc oui, une spécificité évidente et un besoin de plus en plus pressant de faire qu'il y ait des lieux comme ça qui créent le lien entre les gens aujourd'hui. Oui, j'enchaîne. Alors, quand vous nous avez parlé de ces thèmes, donc on a la chance à l'agence, voilà, 2 architectes. Le débat commence avant ce soir à l'agence à se dire alors qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu penses, etc. De temps en temps, on s'engueule. Enfin, on est assez tombé d'accord, disons, sur 3 thèmes qui nous semblaient intéressants sur la spécificité même de la médiathèque, de la bibliothèque. Une chose qui va paraître peut-être un peu trop évidente et peut-être même un peu absurde, c'est-à-dire une bibliothèque, c'est avant tout des bouquins, des ouvrages. Et ils sont très nombreux. Et c'est-à-dire quelle peut être la position d'un architecte qui essaye de faire un bâtiment esthétique face à... Ça marche, voilà. Donc voilà, de se retrouver, en l'occurrence à la médiathèque Sagan, on se retrouve avec 100 000 ouvrages. Les livres, c'est plein de couleurs, c'est plein de vie en soi, c'est très présent, surtout quand il y a 100 000 ouvrages. Donc voilà, une question se pose et on se dit, est-ce que notre architecture va être capable de lutter ? C'est-à-dire par rapport à cette présence, d'autant plus que les gens viennent pour ça, donc ils viennent pour les voir, on ne va pas les cacher. Donc il faut jouer avec. Donc c'est une première chose qui est vraiment importante parce que d'une certaine manière, ça donne une forme de ton dans notre travail. Alors bon, nous, par notre sensibilité architecturale, on choisit d'une certaine manière l'effacement face au livre, de créer une architecture qui soit très, très, très sobre, très, très neutre pour mettre en valeur. Alors, en l'occurrence, dans ce bâtiment-là, il fallait mettre en valeur et les livres et le bâtiment existant, puisqu'on était en réhabilitation avec un bâtiment qui avait une qualité architecturale vraiment très très importante. Je tiens juste à préciser par rapport au sujet qu'on a vu tout à l'heure, quand on montre qu'on a tout cassé à l'intérieur, c'est que en fait ça avait déjà été tout cassé à l'intérieur. C'est un bâtiment qui avait été repris déjà 10 fois et que grosso modo ce qu'on avait quand on avait trouvé le bâtiment, quand on a trouvé le bâtiment, à part les 2 très beaux escaliers qu'on a conservés, c'était l'intérieur d'un hôpital des années 60, grosso modo. Voilà. Le deuxième sujet qui nous a semblé important en spécificité, c'est que souvent quand on travaille sur un programme, je ne sais pas, on prend un gymnase, on a un programme, on fait notre travail, les utilisateurs arrivent derrière. Ici, avec une médiathèque, il y a une équipe. Il y a une équipe de bibliothécaires, il y a une direction. Il y a ici une partie de la direction de la médiathèque Sagan de l'époque. Et il se trouve qu'avec chance en plus sur ce projet-là, Viviane Ezrati, qui est la directrice actuelle de la médiathèque, était à l'origine du programme. Et donc, en fait, on a travaillé vraiment en symbiose depuis vraiment le début des études jusqu'à la fin du chantier, et même un petit peu plus derrière. Et pour nous, c'était vraiment extrêmement important. C'est-à-dire que je pourrais comparer ça d'une certaine manière. Quand on construit un appartement, une maison, on est avec les gens qui vont habiter dedans et les gens qui vont l'utiliser tous les jours, au quotidien. Et on a travaillé un peu avec l'équipe de la bibliothèque de cette manière-là, comme si on travaillait presque avec des particuliers, on leur fait leur maison,
ils vont en avoir un usage. C'est eux d'abord qui vont s'en servir, qui vont le tordre, qui vont l'animer, etc. Donc et je dois reconnaître qu'on a dû même se battre contre la maîtrise d'ouvrage pour imposer l'équipe aux réunions qu'on faisait. Au départ, on nous interdisait de les voir en dehors des réunions de présentation des différentes phases. On s'est très vite donné nos numéros de téléphone et on a passé notre vie à s'appeler. Et voilà, pour nous, c'était vraiment très très important parce que je pense que ce qu'est la médiathèque aujourd'hui, ça n'aurait pas pu être ça si on n'avait pas eu ce dialogue permanent. Et enfin, le dernier point, ce sont les usagers, les gens qui vont venir après ça. Il y a une particularité, c'est quand on va dans une médiathèque, on y va pour y rester assez longtemps. Ce n'est pas un endroit dans lequel on fait que passer. Donc pour nous, il y a quelque chose d'important que la médiathèque soit une sorte de maison, qu'on soit dans le domestique. Et que vraiment, pour qu'il y ait cette appropriation, il y a une forme de domesticité qu'on travaille. Alors on ne travaille pas seulement sur des médiathèques, mais là en l'occurrence sur la médiathèque, c'était quelque chose d'assez fort. Et le fait de pouvoir s'approprier, de s'y sentir bien, des choses. Du coup, il y a un gros travail sur le mobilier confortable. Le fait de mettre des rideaux aux fenêtres, voilà, c'est aussi lié à d'autres choses, mais ça participe, disons, à cette possibilité d'appropriation du lieu. Voilà. Alors, comment dire, ce qui est important, ce qui a déjà été dit, c'est qu'effectivement, plus que peut-être n'importe quel autre bâtiment, enfin équipement public, parce que nous on travaille beaucoup sur l'équipement public, la bibliothèque doit être en accroche au territoire. Et ça, c'est très très important. C'est un espace, c'est peut-être un de tous les équipements que nous on a pu en tout cas travailler, pratiquer, et on fait beaucoup d'équipements culturels. La bibliothèque est vraiment un lieu de convergence, un lieu de rencontre, et donc les qualités et spécificités, plus que n'importe quel autre équipement, c'est l'ouverture, les transparences, c'est la flexibilité aussi, et c'est la convivialité. Mais au-delà de ces mots, je reviens sur cette notion d'accroche au territoire. On a vu rapidement deux autres projets. Quimper, on est parti d'un bâtiment qui est un ancien couvent, très austère dans le centre-ville. On n'a pas voulu le cacher, on a voulu le montrer et le mettre en valeur. Et c'est important pour nous et pour les habitants, bien sûr. Je pense qu'ils se sont appropriés ce lieu. On a mis en valeur finalement ce patrimoine. Donc on se sert du patrimoine de l'édifice d'origine pour faire un lieu, là aussi, de convergence, de rencontre et d'appropriation. La médiathèque de Chelles, on a vu une petite image aussi. Là, c'est un bâtiment neuf. Et plutôt que de faire une tour, bibliothèque, qui était demandée dans le programme, spécifié, on a fait un bâtiment horizontal, à mon avis plus propice aussi au fonctionnement de la bibliothèque. On va aussi sur ses spécificités, transparence, lecture, lisibilité, flexibilité. Donc on a développé un bâtiment horizontal pour créer de la couture urbaine et faire en sorte plutôt que de négliger les bâtiments avoisinants, on vient les accompagner et s'adosser. Et faire en sorte de faire la ville et de vivre ensemble là aussi, accroche au territoire. Et puis le dernier exemple, donc la Gabertine, alors ça c'est un sujet qui est assez singulier, c'est qu'il y a un évêque de Carpentras au XVIIIe qui revenait d'Italie, qui a eu des belles idées généreuses en termes de culture et d'hygiène, et qui a fait deux choses au-delà de son épiscopat, une bibliothèque et un hôpital, l'Hôtel-Dieu. Et la bibliothèque Gabertine avait la particularité bien sûr, de mettre à disposition des livres, mais il y avait aussi des peintures, sculptures, etc. Et cette Gabertine a fonctionné jusqu'à maintenant, a été la bibliothèque de Carpentras. Bien sûr, la population a augmenté, la ville est devenue une vraie ville. Et puis l'Hôtel-Dieu a été remplacé par un nouvel hôpital. Donc la municipalité a décidé avec courage, grand courage, de faire de ce lieu un lieu de médiation, donc musée et bibliothèque. Et l'idée qui n'est pas la nôtre, et sur laquelle on a travaillé, et qui est une très belle idée généreuse, c'est de faire que ce lieu reproduise le concept de la Gabertine, c'est-à-dire devienne aussi une bibliothèque, mais avec des œuvres mélangées. Donc là, il y a eu, donc c'est un très beau concept pour cette ouverture, pour l'accès à la culture pour tout le monde, et qui était en fait le concept d'origine de l'évêque d'Inguimbert. Et donc on a travaillé sur ce thème. Alors ça n'a pas été évident parce que mêler des œuvres peintes, sculpturales
Et puis les livres, ça pose des problèmes, conservation, précaution, anti-effraction, etc. Et les livres, et trouver un savant dosage, bien sûr, parce que c'était quand même déjà cet espace, entre autres, étant un espace bibliothèque. À l'étage supérieur, ça deviendra un musée. Là, je vous parle plus de la bibliothèque. Et là, faire en sorte que ce lieu soit accessible à tout le monde. Et là aussi, cette notion d'accroche au territoire, de lisibilité est importante. Alors, la difficulté, bien sûr, c'est que ce bâtiment est un bâtiment qui fonctionnait, était donc un hôpital, relativement refermé sur lui-même. Il fallait l'ouvrir. Et ce qu'on vous a montré, c'est qu'effectivement, trouver un lieu stratégique pour du hall, sans contredire l'édifice, première difficulté, et faire en sorte que ce lieu soit un lieu de convergence et permettre à terme que l'ensemble du bâtiment soit accessible par 4 côtés et avec une grande flexibilité et fluidité dans les cheminements. Voilà. Bonsoir. Je pense que nous, notre réflexion sur la bibliothèque est une sorte d'alchimie de plusieurs spécificités. Premièrement, c'était de savoir comment on construit une bibliothèque aujourd'hui. Avec la grande difficulté, c'est que finalement le monde virtuel nous force à être de plus en plus spécifique et réel. Et donc ça nous a posé des questions sur le rôle du livre physique aujourd'hui et demain. Et il y a des spécificités aussi d'acteurs, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec une bibliothécaire. On n'a pas vraiment de bons projets sans de bons maîtres d'ouvrage. On a travaillé aussi à une spécificité territoriale. La spécificité territoriale étant une sorte d'alchimie qui nous a permis de répondre à un territoire qui était quand même difficile. C'était une ancienne zone industrielle avec beaucoup d'enjeux politiques qui demandaient à une réactivation de la presqu'île. Donc en fait, on a imaginé ces 2 lignes un peu primitives pour aussi poser son contexte et offrir une sorte de lecture positive de ce site. Donc on était parti un peu sur ces idées de comment imaginer les spécificités d'une bibliothèque de demain, tout en essayant d'imaginer un monde réel, visible. Et donc cette transparence d'une pièce un peu, je dirais, visible dans le dispositif de Caen, ça a permis aussi d'offrir une pièce, on a appelé ça un peu un lieu commun ou une sorte une zone de convergence en effet qui nous permettait donc de créer un carrefour entre les 4 pôles que la bibliothèque demandait. Et cette capacité nous a... En fait, l'architecture ou l'architectonique qui en a découlé, c'est-à-dire le concept même de cette bibliothèque, nous a permis de réfléchir que finalement il y avait une diversité possible. Et cette diversité, elle partait du plus privé au plus public, du plus médiatique au plus robuste qui est le livre en tant que tel. Donc on avait aussi une sorte de capacité à offrir un lieu qui sera capable de devenir spécifique, tout simplement. Donc oui, on a travaillé beaucoup de thèmes autour de qu'est-ce qu'une architecture d'une bibliothèque. Et c'est vrai que la bibliothèque de Caen nous permet de peut-être réagir, si cela fonctionne, à différents usages, donc différentes spécificités. Donc finalement, la bibliothèque, c'est un peu un lieu, je dirais, qui offre la diversité autour d'une unité. Et cette unité, elle a été un petit peu formalisée par les 2 lignes qu'on a essayé de construire. Merci. Je suis très marquée dans vos interventions à tous les 4 par cette notion de la ville, en fait, hein, de la bibliothèque comme objet dans la ville. Et du fait de la nature même de vos projets, par les réactions un peu différentes que vos bâtiments ont apportées, sur les 2 bâtiments qui s'installent dans du patrimoine, on a une recherche de l'ouverture, de couture avec la ville, assez difficile pour le Carré Saint-Lazare, qui est un... Je ne sais pas comment on peut le décrire en termes urbains, mais qui est... Et puis, je vous repasserai le micro après. Et sur l'Hôtel-Dieu, de la même manière, un bâtiment qui est plutôt fermé, donc que vous allez chercher à ouvrir et à recoudre avec le reste. Et puis sur les 2 bâtiments qui sont des créations, ce sont 2 bâtiments qui au final s'installent sur des nouveaux quartiers, sur des friches industrielles, et qui ont à créer en même temps qu'eux le morceau de ville auquel ils s'accrochent, et qui ont à dialoguer avec
ce qui est autour d'eux. Est-ce que ces attitudes ce soin extrême de la couture avec la ville, c'est quelque chose qui est spécifique pour la bibliothèque, ou est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique, qu'on va retrouver dans tous les chantiers en général? On va peut-être commencer par le Carré Saint-Lazare, parce que c'est... Disons, le Carré Saint-Lazare, il avait donc cette particularité, c'est que ce bâtiment a été construit pour être une prison, donc c'est déjà un lieu très 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 fermé. Donc on a un cloître dont les façades externes sont quasi aveugles. Les façades intérieures sont en revanche, elles, très ouvertes. Et en plus, ce bâtiment même est dans le cadre d'un lieu, d'une poche urbaine dans la ville. C'est-à-dire que la rue qui mène à la médiathèque est un cul-de-sac. Donc on a un double enfermement au départ. Donc on s'est dit, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre ce lieu qui est deux fois l'écart. Le travail qu'on a fait, nous, c'était de jouer précisément l'intériorité. On a l'ancienne cour de la prison qui était vraiment une cour de prison, qu'on a transformée en jardin. Et pour nous, c'était vraiment la première pièce de la médiathèque, et c'est une espèce de point fort. C'est le point autour duquel s'articule la totalité du bâtiment, et on a voulu que ce soit un lieu très fort. Bon, on avait la chance d'avoir de très belles façades à l'italienne sur lesquelles on a travaillé pour renforcer encore son caractère, et on a joué sur le jardin. C'est vrai qu'on est passé de cette tilleule à des palmiers, à des plantes néo-exotiques, disons. Ça reprend les thèmes de l'époque du bâtiment, des jardins d'acclimatation, etc. Et puis nous, sachant qu'il y avait une particularité de la médiathèque, c'est que la collection Heures Joyeuses est un peu le départ de la médiathèque, c'est une collection pour les enfants. Et on s'est dit que le travail sur ce jardin allait être un travail un peu à la Douanier Rousseau. On allait être tout petit dans des feuillages immenses. Alors il va falloir attendre que ça pousse un peu encore, mais ça commence à être pas mal. Et voilà. Et le fait d'en faire un lieu fort, ça allait attirer le monde d'une certaine manière. Et je veux dire que ça marche assez bien, entre guillemets. On a des copains archi qui sont pas très loin, et la plupart des agences viennent déjeuner dans le jardin le midi. Voilà. Donc on est plutôt contents. Merci. Et du côté de Carpentras, vous avez aussi cet objectif de créer des flux, de les attirer? Alors oui, en tout cas, on les a programmés. On a organisé des bâtiments et des activités futures pour permettre effectivement cette porosité. Côté parvis, bon, c'est une entrée effectivement historique, donc qu'on prolonge par le hall au-delà du vestibule, avec un souci aussi que ce bâtiment est protégé, et plus que protégé, il fallait signifier finalement ce renversement de bâtiment, parce que finalement, grâce à ce hall qui occupait un interstice non occupé jusqu'à maintenant, on donne une nouvelle ouverture à l'édifice et on l'ouvre sur le Ventoux, c'est pas mal. Mais il fallait donc, comment dire, sans créer de trous supplémentaires, amener avec une certaine lisibilité, d'où des dispositifs de signalétique, mais aussi de lumière, pour amener à comprendre ce retournement et aller directement vers le hall, situé au-delà du grand escalier, pour se diriger après vers les espaces musées ou bibliothèques. Donc là, c'était un vrai travail fin qui nécessite effectivement de la précision, et ce qui nous intéresse beaucoup. Et toujours dans cette, finalement, permettre à cette appropriation et ces séquences. C'est important aussi, les séquences progressives, quand on peut effectivement travailler sur ce type de bâtiment. Et finalement, malgré cet espace contraint, donner la plus grande souplesse et flexibilité possible dans ces espaces qui vont se mêler, musée, je répète, et bibliothèque. Et du côté de Caen, Luigi Falla a raconté la manière dont vous avez joué avec les bâtiments anciens de la ville de Caen, avec les vues. Comment ça se... En fait, c'est toujours une post-rationalisation, l'explication d'un projet, mais en effet, on était quand même parti de certitudes, et on nous demandait de travailler à un territoire totalement incertain. Et il fallait qu'on trouve des raisons pour faire le projet. Et d'une certaine manière, j'étais ravi de voir justement le développement de la presqu'île derrière, puisque on n'est pas seul. Il y a eu le tribunal de grande instance, maintenant il y a tout un projet urbain qui est en train de se définir. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que quelque part, notre travail qui a commencé en 2010, concours qu'on a commencé en 2010 et gagné en 2011, je crois,
c'était une volonté de définir un lieu qui en soi puisse exister pendant un certain temps, pendant que la ville se constitue. Et on a joué le pari de définir du coup une architecture solidaire de la ville, et solidaire aussi d'un paysage politique, puisqu'en fait c'était aussi la volonté de faire changer cette presqu'île. Donc voilà, on a défini un bâtiment qui à la fois est centripète et centrifuge, parce qu'en fait on essaye de définir une centralité, mais en même temps on essaye de tenter un dialogue avec son grand territoire. Et donc du coup, c'est vrai que la bibliothèque, c'est une sorte de traduction de deux problèmes, ou de deux questions. Comment traduire 4 pôles, 4 bibliothèques en une, et en même temps interagir avec un territoire toujours en reconstruction. On est à Caen, on a vécu pas mal de choses. Et voilà, et donc c'est cette articulation-là. Alors pendant le concours, moi je m'étais même imaginé que le bâtiment puisse continuer à vivre, grandir, etc. Mais on lui a coupé les ailes. Et finalement, elle semble fonctionner en ce moment. Vous me disiez tout à l'heure que la bibliothèque permettait aux habitants d'Angoulême de redécouvrir leur ville. Oui, mais c'est vrai que, bon, là, les architectes qui parlent, c'est vrai que en amont de tout ça, il y a une volonté politique. Les médiathèques, elles sont portées par des élus qui sont plus ou moins visionnaires. Le nôtre, Philippe Lavaux, l'était. Je pense que, bon, il a perdu sa mairie après coup, mais il a vraiment fait un choix que personne n'avait pu faire, c'est-à-dire le choix du site. Il a fait un choix très audacieux, qui lui a été reproché, mais je pense que c'est ça la vraie réussite de ce projet, avant toute autre chose, c'est de se situer dans le quartier bas, le quartier populaire, le quartier de L'Houmeau, à côté de la gare, donc sur lequel il a réussi à faire une passerelle qui n'est pas encore construite, mais qui va se faire. Donc cette médiathèque va être connectée à la ville, donc à toute l'agglomération d'Angoulême, via une passerelle, et donc avec des dessertes. Et effectivement, donc le projet, c'est vraiment un projet à la croisée des chemins. C'est aussi pointer des vues pour effectivement faire rentrer la ville dans la médiathèque. Et vu l'importance du site, il nous fallait absolument, impérativement, faire en sorte que ce soit un bâtiment traversant. Donc en fait, c'est un espace qu'on peut vraiment traverser pour rejoindre le quartier de L'Houmeau. Et donc la relation au site est un enjeu capital. Et évidemment, donc pour nous, c'était essentiel d'arriver à faire en sorte que le site soit présent, valorise tout le quartier alentour, valorise la ville et laisse la possibilité aux gens d'être dedans, dehors. Si c'est une façon aussi de s'ouvrir, pour moi c'était essentiel qu'on puisse, et là aussi le bibliothécaire nous a suivis, c'était pas évident, c'est qu'on peut sortir dans le jardin, moyennant, bien sûr je ne voulais pas de grille, donc moyennant un travail en défoncé dans le sol. On peut sortir pour lire aussi sur des terrasses. Et donc cette capacité de pouvoir sortir et lire à l'extérieur, je pense que c'est une façon aussi de vivre différemment la lecture. Et ça fait partie aussi, je pense, de la réussite du lieu où les gens viennent et passer des grands moments. Il fait bon à Angoulême, il faut dire, dehors. Merci. C'est effectivement une des différences fondamentales dans l'histoire des bibliothèques. La bibliothèque traditionnelle, celle de la Bibliothèque nationale ou Sainte-Geneviève, n'autorisait qu'une posture du lecteur. Vous construisez aujourd'hui des établissements qui permettent X postures de l'usager, y compris des postures que peut-être on n'imagine pas ce soir. Donc c'est un changement fondamental dans l'histoire des bibliothèques. Ma deuxième question, celle que je voudrais vous poser maintenant, portera sur la notion de flexibilité. Vous savez que les bibliothécaires adorent le terme de flexibilité et qu'ils remplissent leur programme d'une injonction faite aux maîtres d'œuvre à répondre à cette demande. Je suis moi-même l'auteur de plusieurs programmes et j'aimerais beaucoup savoir comment vous réagissez à cette demande et quel type de réponse vous y apportez. Alors, soyons clairs, la notion de flexibilité pour une bibliothèque, il ne s'agit pas de pouvoir la transformer demain
en piscine ou en restaurant. Ce n'est pas le but du jeu. Par contre, l'idée, c'est bien de pouvoir faire de la place aux usages de demain que nous ne connaissons pas encore. C'est ça, un bâtiment qui va pouvoir évoluer. Voilà, je vous laisse ma question et on commence peut-être par celui qui est encore le plus près du programme et donc le plus loin de l'ouverture. J'ai pas encore oublié, oui. Non, mais je crois que c'est un vrai enjeu. Hein. On doit répondre à ce genre de questions, on le comprend et pertinemment, les questions sont pertinentes en tout cas. Comment y répondre? Plateau libre, plan libre, moi j'y crois beaucoup, c'est vraiment des espaces le plus large possible, sans point porteur, etc. Dégagés de tout, bloc, que ce soit circulation verticale ou gain technique. C'est ce qu'on a fait à Chelles, quand on peut le faire dans une construction neuve, et ça marche. C'est positionner les circulations verticales à un nœud. C'est ce qui a été fait ici à Caen. Ça, c'est important pour finalement pouvoir irriguer le bâtiment, aller atteindre les différents pôles de façon naturelle, sans passer par des couloirs, etc. Tout ça pour faire en sorte que les pôles puissent finalement, à terme, évoluer, se recompartimenter, se rescinder à volonté. Ça, c'est important. Plan libre, je crois que c'est important. Horizontaux, oui. Minimum d'étages, je pense aussi, pour effectivement permettre là aussi faire que les petits soient pas forcément en haut, en bas, enfin peu importe. Faire en sorte que voilà, on ait une grande mobilité dans l'affectation des zones, en dehors du problème d'altitude dans le bâtiment. Et puis, bien sûr, l'innovation technique, les fluides. Boîtier de sol, gaine, etc., pour permettre aussi cette flexibilité et dans l'aménagement ultérieur. Voilà, c'est les grandes idées pour moi. Et voilà, est-ce qu'il peut, effectivement, pour un architecte, dans une construction d'un bâtiment neuf, amener des contraintes fortes au départ et orienter sa conception dès en amont de l'objet? Oui, alors c'est vrai que c'est un thème d'actualité et aujourd'hui on doit tous être un peu conscients de ça et en fait la manière dont on a conçu la bibliothèque, c'était que finalement en offrant la flexibilité, elle allait se trouver. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est les usagers qui vont aussi définir une appropriation et un mode d'appréhension du lieu. C'est-à-dire qu'en fait on a défini plusieurs scénarios et je suis sûr qu'il n'y en a aucun de ces scénarios qui sera celui qui sera utilisé. Mais en même temps, on a fait un montage d'usage possible sur le positionnement du livre, le positionnement des lieux de travail, le positionnement des lieux d'acculturation autres, puisque comme on l'a dit toujours, cette bibliothèque, elle n'est pas uniquement autour du livre, mais elle cible différents phénomènes. Et en fait, donc, on a imaginé ce grand plateau irrigué par en quinconce, sur sorte de damier de la fibre pour irriguer ce plateau un peu de demain, pour justifier qu'il y a une sorte de capacité à avoir plusieurs points d'entrée sur l'arrivée des RT, l'arrivée de l'électricité et autres, de points d'ancrage possibles. Ça a créé une sorte de règle. Ce plateau a plusieurs règles pour offrir de la liberté. Et en fait, nous a permis aussi de se dire, finalement, puisqu'on n'arrivait pas à se décider avec les bibliothécaires, les usagers, on s'est dit, finalement, on va réussir à trouver plusieurs lignes directrices possibles d'usage. Donc voilà, cette bibliothèque, elle nous permet finalement aussi d'envisager plusieurs envies ou plusieurs lieux. J'ai aussi utilisé beaucoup, et j'utilise encore beaucoup, la question de vocabulaire de ville et de grammaire de ville. On fait des places, on fait des placettes, on fait des rues, on fait des boulevards, même si c'est un petit peu malheureusement naïf, ça nous permet aussi de travailler ce territoire de connaissances. Et on travaille du coup ce plateau comme un territoire, et on peut imaginer donc du coup des lieux un peu plus denses, plus concentrés, avec du coup une sorte de fonctionnalité propre. Et c'est vrai que ce plateau nous permet d'envisager les possibles dans la flexibilité et le temps. Sur cette question de la flexibilité, je dois dire que c'est
la flexibilité, c'est peut-être la moins spécifique à la médiathèque. Enfin, c'est un sujet qu'on aborde dans de nombreux programmes. Et elle pose un problème évident, c'est que, et bien sûr, il faut y répondre, mais il ne faut pas pour autant faire en sorte que les lieux soient possibles à faire toutes choses. Et donc la polyvalence, c'est ce qui amène souvent à des choses un peu abattardies. Donc c'est toujours la difficulté, c'est d'arriver à évoquer et à permettre à ce que les choses puissent avoir une vie, donc déclencher des envies. Je pense qu'effectivement, il y a eu un moment où cette flexibilité, cette recherche de flexibilité a amené trop de polyvalence, au sens où on amenait des choses flexibles, amovibles, escamotables, qui ne marchaient jamais. Et je crois qu'on a tous travaillé sur effectivement des espaces clairs de poteaux, c'est-à-dire des grands espaces ouverts. Moi, à la médiathèque d'Angoulême, j'ai mis les mobiliers sur roulette. Alors, comme ça, dans un des mondes, on peut tout bazarder contre les murs et faire autre chose d'une salle de bal, je sais pas, quelque chose occasionnellement. Hein. Je disais que vous pouvez buter en supermarché, mais c'était pas la volonté. Voilà, donc évidemment que nous, on est à la recherche de cette flexibilité, mais pas au détriment de l'espace, de la qualité et de l'inventivité des lieux. Voilà, je pense que c'est ça qui est important aussi. Oui, je dirais, dans le même sens, effectivement, quand on parle de flexibilité, disons qu'il y a deux types de lieux. Il y a d'une part des lieux absolument invariants que sont les bureaux, les sanitaires, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme pièces très spécifiques. Il y a aussi des invariants dans des choix à faire. En l'occurrence, bon, là, on est sur la médiathèque Sagan, c'est une réhabilitation. On a des façades très fermées d'un côté, à l'extérieur, très ouvertes sur le jardin. Et on se dit, voilà, le long des grandes baies sur le jardin, c'est là qu'on va installer les zones de lecture. Donc les sièges confortables, etc. Ça nous semble être, disons, une espèce de donnée de base qui a peu de chances de changer. Alors ça évolue, disons, à la marge. Mais du coup, ce sont les autres espaces qui vont être amenés à évoluer. Donc on est toujours dans... Il y a des types de parties de la médiathèque qui vont pouvoir évoluer énormément, et d'autres qui seront plutôt un peu plus figés, voire même très figés, suivant ce qu'on leur... suivant les fluides, différentes choses. Alors effectivement, après... Ces parties qui vont évoluer, on a la technique effectivement aujourd'hui, on sait avoir une lumière très très répartie, très générale, à laquelle on peut adjoindre des choses, mais qui fait qu'on va pouvoir bouger les éléments. On a des prises au sol régulièrement réparties, on fait vraiment absolument ce qu'on veut. Mais du coup, comme on part de ces grands plateaux libres, ce qui va devenir super important pour l'architecture, c'est le mobilier. Et le mobilier devient primordial. Alors souvent... en l'occurrence, on travaille avec des marchés à bon de commande avec les villes. Ils ont leur catalogue. Je pense que tous les architectes qui sont là, ou même là dans la salle, connaissent ça. C'est-à-dire qu'on nous donne des catalogues en nous disant « vous avez le droit à ces 3 catalogues ». On ouvre les pages et on est absolument horrifié par ce qu'on voit. C'est-à-dire des sièges de la sécurité sociale des années 60 ou des choses comme ça. On est souvent vraiment sur... on tombe sur le cul et on se dit, merde, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Alors on essaye de ruser, de dire oui, mais on pourrait trouver moins cher que votre catalogue, voilà. Ça, c'est, disons, pour la partie, surtout, disons, la partie siège, la partie confortable. Après, il y a un truc intéressant, c'est que les fabricants aujourd'hui de rayonnage spécifique pour les bibliothèques ont compris ces besoins de flexibilité. Et on a d'abord plein de produits très, très divers, et ces produits permettent de les transformer eux-mêmes en permanence. On a beaucoup, nous, travaillé, on avait, disons, au départ, c'est un peu comme d'habitude, on a une petite mission complémentaire sur le marché d'architecture qui est choix et positionnement du mobilier. Toute petite chose, vous verrez, c'est 3 fois rien. Bon, on y passe 1 an à mettre au point les choses. On finit par dessiner la moitié du mobilier.
parce que ce qu'on trouve dans les catalogues, ça marche jamais. Donc on adapte, on finit quand on a choisi celui qui va faire les rayonnages, de dire on aimerait bien adapter ça, on aimerait bien mettre une vitrine là, vous n'en avez pas, mais on pourra peut-être l'adapter. On trouve, on y arrive, mais effectivement c'est un boulot énorme, hein. C'est un boulot qui équivaut au temps du second œuvre passé sur l'ensemble du bâtiment. Mais c'est assez passionnant, et je veux dire qu'à la médiathèque Sagan on est content. Enfin, on a réussi à avoir à peu près ce qu'on avait en tête. On a même fait a priori rentrer dans les catalogues des nouvelles choses. Donc voilà, on était plutôt content. Mais il faut se rendre compte, du coup, voilà, c'est assez primordial dans la médiathèque, le mobilier. Je vous remercie d'avoir abordé ce sujet, parce qu'effectivement, pour les bibliothécaires, c'est aussi un sujet primordial, la question de l'aménagement intérieur et la question du mobilier. Et c'est une question, alors je parle en mon propre nom, mais dont je ne suis pas tout à fait satisfaite de la manière dont on le traite aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez très bien dit, en confiant les rayonnages à des techniciens qui ont fait beaucoup de progrès. Hein, vraiment, ils ont bien travaillé. Ils sont prêts à accompagner les projets, mais ils ne sont pas architectes, ni architectes d'intérieur. Et en faisant, même sans parler de sélectionner des choses dans un catalogue proposé par une ville, faisant un marché à bon de commande pour du mobilier un peu déconnecté de la maîtrise d'œuvre. Alors, il faut aussi poser les choses dans leur globalité. Les bibliothécaires sont réticents la plupart du temps à ce que les maîtres d'œuvre construisent complètement le mobilier parce que justement on perd la flexibilité, on perd l'évolution, et on sait qu'une bibliothèque c'est un mouvement constant. Voilà, donc il faut tenir ces deux choses en même temps. J'aimerais beaucoup vous entendre les uns et les autres. Vous avez commencé à nous en parler sur cette question de l'aménagement intérieur, du mobilier, de la manière dont vous le concevez. Plus en termes de prospective, oui. En fait. Hein. Sur la médiathèque d'Angoulême, on a eu quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel, parce qu'on a tout fait. On a fait la conception, l'exécution, les travaux, la direction de travaux, le mobilier, signalétique, on avait tout. Donc, si c'est raté, c'est notre faute. Hein, on a tout fait. On assume. Donc, c'est vrai que c'était un vrai sujet avec les bibliothécaires, et ça... Parce que nous, on voulait absolument traiter effectivement les 5 mondes, mais ça, c'était le programme. Hein. En fait, nous aussi, on a répondu à un programme formidable. On a oublié de citer ça, c'est qu'il y a quand même des programmistes qui font un travail extraordinaire. Nous, en fait, on a répondu presque littéralement. Ils n'en revenaient pas qu'on soit aussi proche du programme. Je crois qu'ils pensaient qu'on allait s'en éloigner un peu. Et donc, les 5 mondes, tout ça était dans le programme. Et en fait, le mobilier fait partie d'un accompagnement d'une scénographie qu'on a voulu faire dans les 5 univers. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup d'anxiété chez le bibliothécaire de penser qu'on allait créer justement des lieux de scénarisation complète, hein, d'univers. Donc, les mobiliers sont différents d'un monde à l'autre. Alors là, c'était vraiment terrible. Mais je crois qu'ils s'y sont faits. La seule chose, c'est qu'ils nous ont montré, et ça, je trouve ça super, c'est que de toute façon, les choses sont flexibles, parce que tout ce qu'on avait prévu, en fait, d'aménagement, moi je vous dis, j'ai tout mis sur roulette, donc il n'y a pas de problème. Donc on avait imaginé, par exemple, un vrac pour les enfants, parce que je trouvais que mettre de l'ordre dans un espace pour enfants, c'était quand même pas bien. Donc on avait prévu un grand vrac. Et en fait, même le jour de l'ouverture, on a vu que les bibliothécaires avaient tout mis d'équerre. Donc ça prouve que quoi que l'on fasse, de toute façon, on trouve toujours à faire évoluer les choses, même avant l'ouverture. Donc voilà. C'est vrai que on parlait de la convivialité des espaces de bibliothèque, c'est très très important effectivement dans l'ouverture, ces notions d'ouverture et d'appropriation par les habitants d'une bibliothèque. Donc nous on a eu la chance à chaque fois d'avoir des missions complémentaires mobilier aussi. Et donc participation au choix, assistance à maîtrise d'ouvrage, consultation du dossier de consultation, et puis après choix des entreprises, et participer après
en considérant qu'en organisant le dossier de cotisation pour que ça soit un panier dans lequel on puisse ensuite choisir une fois que l'entreprise est retenue. Ce qui est important à spécifier pour le montage. Voilà. Et tout ça est très intéressant, très important. Et puis on l'a fait toujours avec grande complicité. Enfin, ça s'est toujours bien passé avec les conservateurs. Et pour un résultat effectivement très, très positif, avec des mobiliers variés, multiples, pour des postures multiples. Et ça, c'est très intéressant, y compris même du non-siège, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir par terre. Et là, j'en viens à une notion aussi de deux choses, la moquette ou pas moquette, le sol. Ça, c'est des grandes questions et très importantes. Et puis la couleur. Et la couleur aussi, Christine est là pour témoigner. La couleur HL était un grand enjeu. Et justement, et on a osé la couleur. À Carpentras, on ne le fera pas. Mais à Chelles et à Quimper, on trouvait que le sujet le méritait. Et on a mis beaucoup de couleurs. Et au début, effectivement, les gens étaient réticents et on a réussi à les convaincre de ramener la couleur d'une part et de mettre de la moquette. Moquette pour permettre effectivement de pouvoir consulter au sol les livres, etc. Moi, j'ai un souvenir de Beaubourg. Pour moi, Beaubourg, c'est une bibliothèque formidable. Alors, plateau libre, là aussi, mais qui dit plateau libre dit aussi séquence, dit aussi petits espaces. À Chelles, on a aussi des heures du conte. À Chelles, on a des petits espaces de réflexion. Et voilà, donc c'est pas... voilà. Et voilà, mobilier, couleur, tout ça, c'est très important. J'avais oublié de rappeler, tout est sur roulette aussi chez nous. Ça, c'était juste l'introduction. Après, nous, on a travaillé sur le mobilier avec deux logiques. La première, comment révéler le livre dans des étagères qui sont souvent très génériques, avec, comme on l'a dit, un cahier des charges assez spécifique, justement pour rendre robuste le temps. Parce qu'en fait, le CD, le livre, il y a des réalités qui font que voilà, il faut accommoder le modèle des étagères traditionnelles. Et alors en fait, on a utilisé pour les étagères en tant que telles une armature métallique préexistante, donc une sorte de structure, je dirais, du marché, qu'on a customisée avec des parois en résine pour rendre le meuble à la fois plus translucide et en même temps pour justifier la présence du livre comme un poids dans l'espace principal de la bibliothèque. Et donc on a créé aussi des meubles qui sont pas très hauts pour qu'on ait toujours une sorte de vision sur la ville et aussi une sorte de perception du lieu, parce que sinon les meubles peuvent parfois être gênants. Et ensuite, la question était de comment trouver la couleur, comment trouver le thème du mobilier, comment trouver la génération du mobilier. Et en fait, on a essayé de trouver un panel le plus multiple pour pas engager l'architecte comme étant décideur aussi d'une période, parce qu'il y a des meubles qui sont aussi très très intéressants quand ils sont très simples, très colorés, d'autres plus ou moins confortables. Donc on essayer de diversifier l'offre et en même temps du coup la demande pour créer un différent mobilier. Donc ça va du pouf, ça va de la couveuse, ça va de l'heure du conte qui touche le sol en effet avec certains éléments qui sont multiples. Donc voilà, on a essayé de trouver un lieu dans la conception du mobilier comme étant à la fois l'étagère en tant que telle qui unifie toutes les connaissances, parce qu'il y a 4 bibliothèques, et ensuite on a essayé de créer des poches de couleurs ou des poches de mobilier un peu plus spécifiques pour diversifier le lieu. Pardon, la mission mobilier est dans votre mission? Oui, absolument. Complètement, absolument. Jusqu'au siège Absolument. Merci. Non, c'est intéressant, hein, c'est effectivement toute la difficulté. J'ai entendu chez les uns et chez les autres, et on l'avait déjà entendu, je crois que M. Fallet en avait parlé aussi, de cette question du domestique, enfin de l'entrée du domestique dans la bibliothèque. On a parlé de moquette sur laquelle on pouvait s'allonger, on pourrait parler de tapis, on pourrait parler de rideaux, on pourrait parler de coussins, on pourrait parler de... Enfin, tout ce qui n'est pas de l'objet public.
qui est compliqué à gérer pour nous qui sommes derrière des directeurs d'établissement en termes de maintenance. La moquette, c'est très bien si on peut la changer, etc. etc. Quelle est votre position par rapport à ça? Comment voyez-vous les choses et quel type de compromis pouvez-vous les uns et les autres trouver? Peut-être Saint-Lazare. Oui. Nous, enfin, ça a été, c'était, disons, tous les choix de ce qui concerne ce qu'on appelle entre guillemets le mobilier confortable, c'est-à-dire tout ce qui est autre que les étagères, les présentations, les tables de présentation, les tables et des chaises de lecture. On l'a vraiment travaillé ensemble. Nous, on avait notre idée. Au départ même, on voulait aller plus loin que ce qu'on a fait. L'idée, c'était même que, disons, les sièges confortables soient en opposition assez radicale avec le reste de la médiathèque qui, comme vous avez pu le voir sur quelques images, est assez minimaliste. Disons-nous, un choix de couleur très audacieux, le blanc. Mais il faut dire que quand on arrive en disant que ça va être tout blanc, mobilier, mur, tout le monde dit mais ça va être clinique, ça va être abominable. Et pour le faire passer, c'est comme la couleur, c'est aussi une lutte. Et à l'inverse, le mobilier, on voulait que ça soit sur une logique complètement différente. L'idée du domestique, effectivement, être comme chez soi. Et on voulait au départ que nos sièges, on ait un grand nombre de modèles différents pour qu'on n'ait jamais deux sièges identiques côte à côte et qu'on soit dans l'espèce de collection. Voilà, quelqu'un qui aime les antiquités. On était parti sur des sièges en bois, bois et tissu, sur voilà, quelque chose d'éminemment domestique et une espèce de truc de collection. Pour qu'on n'ait justement pas l'impression d'être dans un équipement, mais d'être comme à la maison. Alors bon, ça évolue. D'abord, ce qu'on a proposé au début était grosso modo, on nous a dit non mais le budget, vous n'y pensez pas, c'est totalement impossible. Et puis on a fini par avoir l'idée du rotin, en l'occurrence ce qu'on a mis là. Il se trouve que le rotin c'est très économique, c'est super confortable. Et puis ça avait ce côté, ça avait cette matière qu'on aimait bien. On voulait de la matière, on voulait des tissus, on voulait des vraies matières. On partait moins sur de la couleur que sur de la matière. Et voilà. Et après c'est les tapis. Effectivement, il y a des zones où évidemment on a envie de se vautrer. C'est super important. Enfin, entre autres le coin des BD, mais pas seulement pour les petits. Enfin, à différents endroits, c'est évident que il faut de la. Enfin, en l'occurrence, ce sont des tapis. En fait, c'est de la moquette détournée. C'est moins cher. Et du coup, on a des grandes zones où, effectivement, c'est hyper important. Et avec les poufs qu'on a vus sur les photos, les poires années 70, là, qui peuvent servir simplement de coussin, d'ailleurs, on n'est pas obligé de s'asseoir dedans. On peut s'allonger à côté et avoir la tête dessus. Voilà, c'était l'idée d'être ailleurs avec ce mobilier-là. La domesticité passait par quelque chose qui n'avait pas du tout l'image de l'équipement, mais plutôt une image de ce qu'on a à la maison. Voilà. Moi qui essaye de ne pas mettre de moquette chaque fois qu'on m'en impose, à la médiathèque d'Angoulême, je voulais absolument mettre de la moquette. Parce que je trouvais qu'effectivement, se vautrer, c'était tout simple et que effectivement, dans le monde créé, il fallait mettre de la moquette. Et j'ai pas réussi. Donc, ils ont tenu bon, et donc on n'a pas fait. Donc, on a dû inventer, c'est ça qui est bien, hein, toujours. Donc, on a inventé un petit mobilier qu'on prend. C'est des petits coussins, en fait, tout plats, pas en PVC, mais donc quelque chose qui est quand même assez souple, que l'on prend et avec lequel on peut s'asseoir un peu n'importe où dans la médiathèque. Et donc, voilà, on a réussi à faire la posture vautrée grâce à ça. On est en pleine discussion pour Carpentras, donc qui n'est pas la même que pour Chelles, par exemple. C'est très étonnant, Chelles, banlieue est de Paris, et Carpentras, donc lieu historique, grande histoire, bâtiment classé, etc. Donc, mais nous, on l'aborde aussi avec sérénité. Alors c'est marrant parce que là, on met du blanc à Carpentras. Donc on respecte le bâtiment, on ne veut pas trop lutter avec son autorité naturelle, mais néanmoins on veut de la couleur aussi un peu. Donc on est en discussion actuellement. Et puis le mobilier, c'est pareil, on fait un choix très, très, très ouvert pour qu'on puisse après discuter, avoir ce temps de discussion avec le client d'une part et l'entreprise d'autre part, pour trouver le bon juste milieu,
trouver finalement des espaces cosy, quoi, petits lampadaires, petits bridges, et puis parfois effectivement des grandes tables filantes avec tous les ordinateurs qui vont être côte à côte, donc quelque chose de beaucoup plus mécanique, et puis l'heure du compte qui va être aussi plus douillet, cosy, voilà, enfin bref, tout ça on va trouver. Mais c'est vrai que alors c'est de l'énergie beaucoup pour nous, c'est énorme. C'est souvent des missions qui sont sous-estimées, oui. Nous-mêmes, on se plante dans le calibrage de ces missions. C'est juste énorme. Mais on ne peut pas terminer voilà. C'est vraiment un équipement particulier parce qu'on ne peut pas, contrairement à d'autres lieux, faire la boîte et puis après, on verra. Il faut vraiment cette continuité-là jusqu'au bout pour que finalement le bâtiment soit réussi, et homogène et cohérent. Et oui, le coût. Parce que c'est vrai, customiser des étagères, etc., c'est vrai quand on peut, mais c'est vrai que le coût nous rattrape souvent et voilà, on est quand même obligé de faire dans des gammes déjà existantes, souvent. Je pense qu'en fait, c'est une question qui est dure à traiter en tant qu'architecte parce que je ne sais pas si on est capable de décider de ce genre de thème, parce qu'en fait, c'est quand même un lieu démocratique, on ne veut absolument pas forcer. Parce que la domesticité, on la voit différemment, chacun d'entre nous. Et du coup, on s'est vraiment posé beaucoup de questions, on a beaucoup débattu sur le sens ou l'orientation que l'architecte pouvait donner dans des lieux aussi, je dirais, globaux et neutres presque. Et en fait, du coup, on a essayé d'inventorier, je dirais, des logiques intergénérationnelles par rapport aussi aux équipes conception entre les usagers, la bibliothécaire, les différentes générations, pour faire une sorte de benchmark et de dialogue sur la question du mobilier pour offrir peut-être quelque chose qui puisse durer avec différentes générations de mobilier, différentes positions et différents lieux. Donc voilà, c'est compliqué à expliquer, mais dans cette dimension-là du mobilier qui, encore une fois, pour moi, est entre les étagères et puis les lieux autres qui sont pour profiter du livre et autres, et travailler et s'amuser et faire plein de choses. On a essayé de diversifier au mieux avec des thèmes qui peuvent être porteurs d'une logique qui n'est pas dictée par un architecte qui pense que cette couleur est mieux qu'une autre. Parce que sinon, on fait face à des impossibilités d'arguments, parce que quelque part, ça serait trop libre et trop facile, quelque part, d'aller dans une direction trop précise d'emblée. Juste un petit ajout que je pense, c'est qu'effectivement, le livre, c'est quand même le livre qui est au centre de l'équipement, quand même. Donc, il faut avoir de la retenue par rapport au livre. Je crois que c'est le livre qu'il faut mettre en valeur. Et ça, je crois que c'est important. Donc, ça n'empêche pas la couleur, ça n'empêche pas les interventions. Mais effectivement, cette neutralité aussi, cette retenue est importante aussi, enfin, pour moi. Merci. Effectivement, cette question du mobilier. Cette question du mobilier, elle est importante. Et je suis assez contente qu'on finisse la table ronde là-dessus, parce que c'est un des sujets sur lequel se pose la question du travailler ensemble pour le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et le maître d'usage, si on peut ainsi qualifier le bibliothécaire. Et c'est vraiment une des questions sur lesquelles on aura sans doute à travailler ensemble dans les projets d'avenir pour les futures bibliothèques qui ouvriront. Et en attendant, on ira voir avec plaisir Caen et Carpentras, et on fréquentera avec toujours autant de plaisir Angoulême et Paris 10e arrondissement. Merci à vous.